Ok, donc bonjour à tous. Alors je suis Adrien Galvani, je suis technicien au support technique d'Avenao et aujourd'hui je vais donc vous présenter, vous faire une présentation sur le maillage dans SolidWorks Simulation. Comment le faire, à quoi il sert, comment l'optimiser et on va voir un peu toutes les facettes du maillage dans SolidWorks Simulation. Donc l'idée c'est que je vais vous faire tout d'abord la formation et une fois que la formation sera terminée, vous pourrez me poser les questions si vous en avez. Et n'hésitez pas pourtant à les inscrire pendant la formation et je répondrai à toutes à la fin. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer le programme de ce qu'on va faire et voir aujourd'hui. Donc nous allons voir dans un premier temps les différents types d'éléments dans le maillage, entre les éléments volumiques, les éléments coques et les éléments poutres. Les algorithmes de maillage, par la suite nous allons voir les algorithmes de maillage, comment ils fonctionnent, comment on peut les régler en tant qu'utilisateur pour avoir un maillage, le maillage qu'on souhaite. Puis on va se pencher avec plus de précision sur le maillage volumique, donc se pencher comment on le règle, à quoi correspondent les différents paramètres auxquels on a accès. Et nous ferons la même chose pour le maillage coque, pour voir comment on réalise le maillage coque, quelles sont ses différentes options. Et nous verrons aussi également les nouveautés qui ont été amenées au fur et à mesure dans SolidWorks. Enfin, nous verrons donc le contrôle de maillage, donc comment on peut contrôler son maillage dans certaines zones afin d'optimiser notre modélisation et notre calcul ainsi que nos résultats. Et nous finirons donc, comme je l'avais dit, par les questions. Donc tout d'abord, un rappel sur les types d'éléments. Donc tout d'abord, dans un premier temps, les éléments volumiques. Donc les éléments volumiques, c'est des tétraèdres alors qui ont entre 4 et 10 nœuds. En fait, la grande différence entre 4 et 10 nœuds, c'est que s'ils ont 4 nœuds, ça va être des éléments reliés par des lignes, par des traits, alors que s'ils ont 10 nœuds, ce sera à chaque lien entre les sommets, ce sera des paraboles. Donc ça constitue des tétraèdres et donc c'est les principaux éléments, c'est les éléments volumiques que SolidWorks utilise pour mailler et qui sont utilisés pour réaliser le calcul. Et donc ces différents éléments, ils sont utilisés lors des maillages volumiques exclusivement. Ensuite, il y a les maillages pour éléments coques. Alors ceux-là, c'est des éléments en 2D en fait. C'est des éléments 2D, puisque le principe du maillage coque, c'est de faire un maillage seulement en 2 dimensions. Donc là, ce seront des éléments triangulaires avec 3 ou 6 nœuds, et de la même manière que pour les éléments tétraédriques. Si c'est un maillage avec 3 nœuds, on aura donc des lignes entre les sommets. Par contre, si c'est un maillage à 6 nœuds, ce sera des paraboles entre les sommets. Et enfin, le dernier type de maillage que propose SolidWorks, c'est le maillage pour les éléments poutres et barres, en fait avec des 2 nœuds en ligne, et qui est utilisé pour toutes les poutres et les barres en fait exclusivement, parce que c'est un maillage qui va être qui va constituer en fait, qui va sectionner la poutre en de nombreuses sections du coup, et donc on va avoir des sections de poutres mises côte à côte et qui vont constituer notre maillage. Donc pour le mailleur standard, il est basé sur le schéma de Voronoi-Delaunay. Alors Voronoi-Delaunay, c'est des mathématiciens qui ont développé le principe de triangularisation qui en fait constitue tout simplement les tétraèdres et les triangles qui vont s'implanter la partie notre volume, dans notre pièce en fait. Et c'est basé sur ce schéma-là de modélisation, de maillage. Donc pour le maillage standard, c'est assez simple au final puisqu'on définit uniquement la taille globale des éléments avec donc ces dimensions, la dimension du trièdre en fait, et on définit une tolérance, c'est-à-dire à quel niveau, à quel point on peut tolérer que le trièdre soit un peu plus petit ou un peu plus grand. Sachant que l'objectif d'un maillage, c'est d'avoir les mailles les plus identiques possibles en fait. Plus on a des mailles identiques,
plus le calcul aura de chances de réussir et moins il y aura d'erreurs de calcul dans notre simulation. Donc, ensuite, on va parler de l'option transition automatique. En effet, une fois qu'on a défini donc, les dimensions et la tolérance de nos mailles, il y a le SolidWorks nous propose l'option transition automatique. En fait, comme vous pouvez le voir, sur la première pièce, l'option est inactive et on a des mailles de même taille sur l'ensemble de notre pièce. Or, il peut être intéressant lorsqu'on a des arêtes ou des changements de forme, des changements de courbure, de mailler plus fin à certains endroits. Et cette option transition automatique, on peut voir que elle nous permet de mailler plus fin. Je prends l'exemple d'ici, on a un maillage beaucoup plus fin, également ici, et on a des précisions. On a des mailles qui sont un peu plus fines à certains endroits, mais ça permet d'optimiser le calcul et d'avoir des meilleurs résultats dans ces courbures. Parce que effectivement, lorsqu'on maille que avec des tétraèdres de taille identique, il arrive un moment lorsque les changements de géométrie, ça soit un peu abrupt. Et du coup, la transition automatique fait quelque chose de réduire un peu les mailles sur ce passage-là et permet ainsi d'avoir un maillage qui reste cohérent. Ensuite, les options avancées ici, elles permettent de déterminer le nombre d'essais que va faire le mailleur de SolidWorks avant de dire qu'il a pu mailler la pièce ou qu'il n'a pas pu mailler la pièce. En fait, SolidWorks va essayer de mailler l'ensemble des pièces une première fois en prenant en compte des dimensions qu'on lui a données, mais il arrive que parfois, dû à la géométrie de la pièce, il n'arrive pas à mailler, à constituer un ensemble de trièdres pour le volume que l'on a. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Eh ben, il refait un essai. Il va faire un essai automatique pour le maillage volumique et il va chercher à diminuer en fait la taille des mailles et diminuer le facteur de tolérance. Alors, en fait, il va essayer. Là, c'est avec cette option-là. Ça dit simplement qu'il va, avant de dire que le maillage est un échec, il va essayer de remailler 3 fois en diminuant la taille, en multipliant la taille de l'élément par 0,8. Donc c'est-à-dire en diminuant la taille de la maille, et il va aussi diminuer le facteur de tolérance, c'est-à-dire que ça va être plus tolérant pour le coup. Donc ça, effectivement, et ça va être disponible dans les options de simulation. Alors pour ça, je vais vous montrer rapidement. Si je prends ma pièce ici avec mon maillage standard, je vais dans les options de simulation. Et ici, on peut avoir dans les options par défaut, je vais dans les options de maillage et c'est donc ici que l'on peut régler le nombre d'essais et le facteur de taille pour chaque élément. Donc c'est ça. Et là, on peut augmenter le nombre d'essais pour essayer que SolidWorks se remaille bien et on peut effectivement changer ces valeurs-là. Alors bien sûr, il faudra chercher toujours à garder une valeur qui soit en dessous de 1 parce que le but, c'est que s'il n'a pas réussi à mailler, c'est que les tétraèdres étaient trop gros et donc il faut chercher à diminuer la taille de l'élément en fait pour pouvoir mailler par-dessus et réussir à faire le maillage. Dans tous les cas, s'il n'arrive toujours pas à mailler au bout de ces 3 essais, eh bien il va simplement indiquer que le maillage a échoué et il va vous demander de repasser sur les différentes options, d'essayer soit d'affiner le maillage, soit de changer de méthode de maillage en utilisant d'autres méthodes, et afin d'essayer de quand même réussir à mailler l'ensemble des éléments. Ensuite, je vais vous parler des différents maillages. Alors ça, c'est plus de la dernière option, c'est remailler les pièces en échec avec un maillage incompatible. En fait, lorsqu'il a des pièces en échec, comme je vous l'ai dit, qu'il n'a pas réussi à mailler malgré les 3 essais, eh ben, il peut essayer d'utiliser un maillage incompatible. Alors, qu'est-ce que c'est un maillage incompatible? Enfin, ça, c'est surtout utilisé dans les cas d'assemblage, en fait. C'est plutôt pour les assemblages, car lorsqu'on a plusieurs pièces, il arrive parfois que le maillage compatible ne marche pas. Alors, je vais détailler. Ce qu'un maillage compatible, en fait, simplement, c'est lorsque le maillage se fait, eh bien, entre les différents éléments, on a les nœuds, il y a des sommets et des nœuds qui sont partagés. Par exemple, si je prends ici, vous voyez bien que sur mon cube ici, les nœuds et
et les éléments et les faces des éléments sont bien coïncidentes en fait. Ici, on a bien ils partagent les mêmes nœuds. Alors que si je considère un maillage incompatible, dans ce cas-là, on voit bien que bah, les nœuds ne sont plus coïncidents et on a un maillage qui, a des nœuds différents. En fait, il y a des nœuds différents entre les deux éléments, entre les deux pièces, et, euh, et donc on a cette différence-là. On aura donc des calculs différents, enfin un maillage différent. Et donc remailler les pièces en échec avec un maillage incompatible, ça peut être intéressant, surtout en assemblage si on a des problèmes de maillage dus à la complexité de l'assemblage et des différentes pièces. Ensuite, on a le mailleur basé sur la courbure. En fait, il permet surtout de créer plus d'éléments, c'est-à-dire plus de mailles lorsqu'on a des fortes courbures. Alors ça peut être simplement la plupart du temps, c'est dans les cassures en fait. Par exemple, j'ai un angle droit dans ma pièce, le maillage sur la courbure mettra plus de mailles dans cet angle. Et pareil pour tout ce qui les arrondit, toutes les arêtes en fait presque. Il va chercher à mailler plus finement sur sur ces arêtes. Alors là, on a un peu plus d'options qu'auparavant. On a toujours la taille maximale d'un élément, mais cette fois, on a également la taille minimale d'un élément. Quelle dimension l'élément doit faire au minimum pour être un élément de maillage. Enfin, alors la troisième option, je vais en parler un peu plus en détail dans la suite de la présentation. Et enfin, le taux de croissance de l'élément, alors ça, c'est en fait pour les éléments qui sont côte à côte. Lorsqu'on a des éléments côte à côte, il se peut que en utilisant un maillage basé sur la courbure, il n'est pas du tout la même dimension en fait. Et en modifiant le taux de croissance de l'élément, on dit que la limite entre un élément A et un élément B qui sont côte à côte, et ben la différence de taille doit être au maximum de 1,5 en fait. Et donc on peut limiter la différence entre les différents éléments côte à côte avec cette option-là. Et ça permet d'éviter d'avoir des mailles trop grosses à côté de mailles toutes petites lors des cassures. Pour ce qui est de la troisième option, il s'agit donc du nombre minimum d'éléments dans un cercle. Alors en fait, c'est lorsque SolidWorks va mailler, il va tracer des cercles imaginaires et en fait, il limite et ça permet de limiter le nombre d'éléments dans ce cercle imaginaire. Alors, c'est surtout utile, je prends l'exemple des perçages notamment ou là où on a des formes avec des cylindres. Et on peut limiter donc entre 4 et 36 les éléments dans ces formes-là. Alors en fait, c'est par exemple, il est basé sur il permet en gros de dimensionner les mailles dans notre cercle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en imposant d'avoir 8 éléments, on impose en fait notre angle alpha, ici présent, et du coup, on impose également la longueur d'arc, puisque le rayon, lui, il est déjà déterminé par la géométrie, et donc on impose la longueur d'arc. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir que la valeur de H, c'est-à-dire la valeur de la corde, en fait, de notre cercle, elle nous convienne et elle soit proche du rayon, puisque si on a une valeur H proche du rayon, ça veut dire qu'on a une maille qui aura à peu près les mêmes longueurs de tous les côtés, et ça nous intéresse, puisque pour avoir un bon maillage, il est important d'avoir que les différentes lignes qui le composent aient la même longueur, et afin qu'on ait une maille qui ressemble à un tétraèdre presque parfait en fait. On doit se rapprocher de la forme du tétraèdre parfait. Donc cette option-là, elle est intéressante pour ça, mais honnêtement, il faut savoir à quoi elle correspond, et lorsqu'on a fait la simulation en maillage basé sur la courbure, laisser le paramètre par défaut est probablement la meilleure chose à faire pour avoir les résultats si on ne cherche pas vraiment la précision si on ne cherche pas vraiment à être précis dans notre résultat et avoir vraiment, si on ne se penche pas vraiment sur les dimensions de nos mailles. Pour ce qui est du mailleur basé sur la courbure,
il a plusieurs propriétés. Il permet de donc créer plus d'éléments de manière tout seul dans les zones de forte courbure. Il supporte le maillage compatible et enfin il est en fait pour les assemblages en fait. Ce qui est intéressant, c'est que le mailleur, la phase de maillage volumique, elle est multicœur, c'est-à-dire qu'elle va exploiter toutes les ressources de l'ordinateur. En fait, en général, lorsqu'on utilise le maillage dans SolidWorks, eh ben, il est monocœur, c'est-à-dire qu'il va exploiter uniquement un seul cœur de notre processeur, et donc ça va prendre, ça dépendra de la fréquence de notre processeur, mais ça va prendre un certain temps. Alors que là, en exploitant le multicœur, on gagne du temps de maillage, et donc c'est assez intéressant. Enfin, un autre avantage en fait du mailleur basé sur la courbure, c'est qu'il va vérifier les interférences entre les corps avant de mailler. Ça veut dire que si par exemple vous mettez un assemblage en simulation et que vous n'avez pas vérifié auparavant qu'il n'y ait pas d'interférence entre les corps, le mailleur va vous mettre un avertissement en disant attention, il y a une interférence, il faut faire quelque chose pour avoir un bon maillage en fait. Et donc il va falloir retravailler l'assemblage avant de pouvoir simuler et faire une étude de simulation sur le maillage. Et puis depuis SolidWorks 2015, il a été amélioré et les mailles sont mieux dimensionnées. Donc maintenant, je vais passer au maillage coque. Alors le maillage coque, en fait, c'est le maillage, on va dire, en surface. En fait, le principe, c'est de tout simplement de mailler une surface et d'avoir un maillage en 2D, en fait. C'est surtout ça. Et donc SolidWorks va de lui-même traiter les éléments de tôlerie et les éléments surfaciques comme des éléments coques. Il va tout simplement, lorsque vous allez lui indiquer les options du maillage, s'il reconnaît de la tôlerie ou des éléments surfaciques, il les maillera de lui-même en éléments coques. En revanche, on peut quand même lui demander de spécifier que, par exemple, j'ai une pièce qui n'est ni de la tôlerie ni des éléments surfaciques, une pièce volumique. On peut lui demander que telle surface, j'aimerais bien qu'elle soit traitée en élément coque pour ma simulation. Alors, il est important de savoir que le maillage en élément coque, il est très utile surtout pour lorsqu'on a un grand rapport, on va dire, entre la longueur, largeur de notre pièce et l'épaisseur. Donc, un peu comme les tôles en fait. L'objectif, c'est d'avoir, il faut avoir un grand rapport entre les deux pour être sûr que le maillage en élément coque soit quelque chose qui donne des bons résultats en fait. Donc, je vais vous montrer rapidement comment on peut déterminer, comment on peut dire à SolidWorks que voilà, tel élément, je veux qu'il soit généré en élément coque. Donc tout simplement ici, vous pouvez faire définir des coques avec les faces sélectionnées. Donc à partir de là, vous avez le menu coque ici, donc avec les coques fines, épaisses. Donc ça dépend tout simplement de l'épaisseur que l'on a et du rapport. Et enfin, les coques composites, c'est pour c'est pour le mailler tout ce qui est en matériaux composites, donc c'est-à-dire du multicouche avec des couches de matériaux différents. Là, en utilisant cette option-là, on pourra faire de la simulation sur les matériaux composites. Donc je vais prendre par exemple ma coque fine et je vais choisir par exemple cette surface-là. Donc là, on peut voir donc l'épaisseur. Je vais demander quand même l'aperçu intégral. Donc ici, si je mets 1 mm, en fait, on va voir la coque. Alors là, s'il fait la coque, il va me la faire au-dessus de ma pièce ici. Et donc là, on voit bien la coque. Si je décale un peu plus, voilà. Là, si vous voulez, pour la simulation, il va la faire ici. Donc la coque. Et et donc en fait, elle va être entre il va considérer que l'épaisseur de la coque, elle va être entre les deux surfaces. Donc là, par contre, on voit bien qu'on est hors de la pièce, donc ça m'intéresse pas tellement. Alors que si je vais partir. En fait, il va mailler en dessus de la coque et en dessous. Et du coup, si je passe en fine, on peut avoir
la coque ici qui va être générée. Et donc si je lui impose de faire cette coque-là, il va me poser un problème parce qu'effectivement le maillage n'est plus bon, puisqu'il doit le recréer afin de prendre en compte l'élément coque. Et si je remets, alors je vais mettre j'ai mis un maillage standard, rien d'un particulier, afin qu'il n'échoue pas. Et donc si je fais mon maillage, on voit bien ici que j'ai mon élément coque. Alors, vous remarquerez quand même qu'il y a deux couleurs différentes. Donc, il y a la couleur grise et la couleur orange. En fait, les coques, elles ont un dessus et un dessous, on va dire. Et ce dessus et ce dessous sera surtout important pour les éléments, on va dire, pour déterminer l'intérieur de l'extérieur. Il est intéressant d'avoir... en fait, par exemple, c'est plusieurs éléments en coque, il faut que les éléments, on va dire, qui soient proches, soient de la même couleur pour simplifier les calculs de maillage en fait. Et donc il y a un sens en fait au maillage coque et on peut le régler avec les différentes options. Ok, donc je vais retourner sur la présentation. Ok, donc alors voilà, on peut réaligner les coques pour lorsqu'on a beaucoup de contraintes, on a une option qui nous permet de réaligner les coques. Et donc par défaut, cette option elle est toujours activée, mais on peut l'enlever et en fait, il va tout simplement replacer les coques s'il y a beaucoup de contraintes et donc ça nous permet d'éviter des erreurs en fait. Donc voilà. Ensuite, on peut effectivement, il va nous remettre les coques il va nous aligner dans le bon sens en fait. En gros, voilà, c'est ce dont je parlais. Il va y avoir d'un côté le maillage dans un sens et la coque dans un sens et la coque dans l'autre, et du coup il le réaligne automatiquement normalement de lui-même. Donc voilà, c'est ce dont je parlais. Il faut que par exemple ici on a des coques qui sont non alignées parce qu'on a du orange et du gris du même côté de notre coque. Pareil ici au niveau du piquage dans notre tube, et en fait il faut distinguer l'intérieur et l'extérieur au niveau des coques. Et du coup, il faut absolument que l'intérieur soit la même couleur que la coque extérieure, en fait, pour assurer un bon maillage et un bon calcul par la suite. Et donc, si jamais toutefois la coque n'est toujours pas dans le bon sens, en fait, on peut la réajuster manuellement. On peut, par exemple, si j'ai quelque chose de genre là, je peux lui dire, bah non, je veux que tu la retournes. Et du coup, on procède à ça de cette manière-là. Alors, on se base ici et non, attendez. Oui, c'est sur le maillage. Voilà. En fait, on peut lui demander ici de retourner les éléments coque ici. Et du coup, là, il va nous demander de sélectionner une face. Donc, je prends la face où j'ai mon élément coque. Et cette fois-ci, je lui demande de la retourner. Et là, cette fois, vous voyez, on a bien la face orange en dessous et la face grise au-dessus. Donc, si le réalignement des coques ne s'est pas bien passé automatiquement, on peut toujours le régler en manuel. Donc ensuite, on peut également modifier la définition de la coque. En fait, on peut faire des réglages, notamment sur le positionnement de la coque. Alors, il y a plusieurs. Alors, parce que je prends par exemple l'exemple d'une tôle. On va faire une petite démonstration rapidement. Si je fabrique une tôle rapidement. Enfin, une tôle de 2 mm par exemple. Voilà, donc maintenant je veux lancer mon étude de simulation. Donc je passe en statique. Et donc si vous voyez bien, je vais créer un maillage quelconque, on va regarder un peu les paramètres. Donc un maillage standard grossier, on va lui dire OK, et là il va nous mailler, et donc on a bien une coque ici. Vous voyez bien, on a une coque. Et donc ce qui va permettre de faire, ça va être on va pouvoir régler le décalage en fait. Si je vais ici dans modifier la définition, en fait ici on a un menu déroulant avec le décalage. Alors, il faut savoir que en tôlerie, le décalage il est imposé en fait.
là ici, je pourrais pas régler le décalage puisque en tôlerie, il va forcément prendre le plan milieu de ma tôle pour positionner la coque et même l'épaisseur, je pourrais pas la régler non plus parce que il va prendre en compte directement l'épaisseur de ma tôle et du coup, il va directement regarder cette épaisseur et je pourrais pas modifier donc l'épaisseur de ma coque. Et là, du coup, il va positionner directement la coque dans le plan milieu, comme ça, il est sûr que ben, là, on a une face de ma coque, et on a bien la forme de la tôlerie. Par contre, ici, on a les différentes options. Donc, soit on peut positionner en décalage sur la face supérieure, soit on peut positionner sur la face inférieure, en fait. Et enfin, on peut décaler aussi un peu la coque dans un petit peu de la surface. Alors, cette option-là, elle est utilisée que dans certains cas très particuliers, mais en général, on arrive toujours à bien positionner notre coque avec la surface milieu, la surface supérieure et la surface inférieure. Et ça nous permet de positionner la coque là où on le souhaite pour avoir des résultats optimaux en simulation. Donc si je vais peut-être refaire avec juste une pièce cette fois, mais pas une tôle. Ok, donc là si je fais mon maillage, il va d'abord faire un maillage volumique, il va essayer de faire un maillage volumique. Voilà. Et du coup, cette fois, je vais lui demander de le traiter comme une coque à partir de cette face. Et là, voilà, je pourrais régler donc l'épaisseur. Donc, dans l'idéal, il faut essayer de prendre l'épaisseur réelle de la coque. Et là, par exemple, si je suis en plan milieu, on voit bien que la coque, elle va commencer ici et elle va s'arrêter au plan milieu. Alors, si je regarde mes options de décalage, j'ai envie de me positionner sur la face supérieure. Là, la coque, elle va être entre ici et ici, en fait. Et elle ne va pas être bien positionnée. Par contre, si je prends la surface inférieure, là, on a bien notre coque sur la surface souhaitée et elle va bien prendre en compte exactement la pièce. Donc voilà, en utilisant ces options, on voit bien que elle se déplace et donc il faut bien veiller à bien positionner sa coque avant de lancer la simulation. Alors, oui, alors en général, la différence entre coque, alors, je vais peut-être revenir à précédent. En général, entre la différence quand on utilise coque mince ou coque épaisse, ça se joue au niveau toujours du rapport longueur-épaisseur. Si on utilise des coques minces lorsque le rapport de la longueur sur l'épaisseur est inférieur à 0,05. Non, pardon, c'est épaisseur sur la longueur. C'est l'épaisseur sur la longueur qui doit être inférieure à 0,05. Parce que là, on utilise coque mince, sinon on utilise coque épaisse. Il faut savoir quelque chose d'important. Il est aussi, en fait, il faut utiliser le maillage coque dès lors que, en fait, pour avoir une bonne simulation en volumique, il faut qu'il y ait au minimum 2 éléments volumiques dans l'épaisseur. Lorsqu'on n'atteint pas ce cas, il faut à tout prix passer en maillage coque, sinon on va avoir des erreurs de calcul dans notre simulation et c'est là qu'il a le maillage coque intervient. En fait. Donc il y a eu également des nouveautés sur le maillage coque dans SolidWorks. C'est que maintenant, lorsqu'on fait un maillage coque sur des différentes entités en contact, sur différentes pièces en contact, eh bien, il va créer des liaisons solidaires de lui-même en fait. Rien qu'au moment du maillage, des liaisons solidaires vont se créer. Donc ça entre ces différents éléments. Donc soit une face et une arrêt d'une coque avec un corps volumique, soit une face et une arrêt d'une coque avec une autre face et une autre arrêt d'une autre coque, et soit avec une poutre. Tout simplement ici, on aura une liaison solidaire qui sera directement créée entre la coque et la poutre qu'on voit ici. Et là, pareil, donc entre les différents éléments, des différentes coques, on aura une liaison solidaire qui sera générée de manière automatique. Une autre nouveauté également qui est disponible sur SolidWorks 2015 et plus, c'est le gestionnaire de coques. En fait, c'est lorsqu'on fait plusieurs coques en simultané et qu'on fait plusieurs coques par surface,
on peut utiliser le gestionnaire de coque pour pouvoir toutes les régler en même temps. Donc tout simplement, on voit plusieurs options. On voit ici l'option ligne fine qui permet de déterminer donc, si on a une coque fine ou épaisse. On a l'épaisseur de la coque, le matériau. Donc ça, le matériau en général, c'est le matériau de la pièce. Il va chercher le matériau de la pièce, mais on peut lui préciser que pour certaines coques, et ben là, on aura un matériau différent. On aura un matériau différent sur cette coque-là. On peut tout à fait régler le matériau depuis ce gestionnaire de coque. On peut également inverser la coque, donc c'est-à-dire la retourner avec les deux flèches ici présentes. Et enfin, on peut régler le décalage donc entre milieu, surface supérieure, surface inférieure. Et enfin, on a le nom des coques pour savoir quelle coque correspond à laquelle, et on peut se retrouver facilement. On peut également les trier en groupe si on souhaite les trier en groupe. Et ça permet un certain gain de temps d'avoir ce gestionnaire des coques, puisque on peut toutes les gérer en même temps et donc et avoir accès à toutes les options en même temps. Donc il est important aussi lorsqu'on maille, que ce soit en volumique ou en coque, qu'on contrôle la qualité du maillage en fait. Et il est assez important de voir ça pour voir si notre maillage ne va pas générer des erreurs de calcul. Et donc pour ça, on a plusieurs outils qui sont disponibles, et donc on peut contrôler la qualité du maillage. Alors on a deux outils, soit on peut le contrôler avec l'aspect ratio, donc c'est-à-dire que lorsqu'on a un triade parfait, en fait, on aura un aspect ratio de 1. Et en fait, si notre triade est déformée, c'est-à-dire qu'il y a un sommet qui est beaucoup plus éloigné que les autres, et ainsi de suite, le ratio augmentera et sera plus élevé, et du coup, on peut voir, ça nous permet de voir les différents éléments. On a également l'outil du jacobien. Alors le jacobien, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est un outil mathématique qui nous permet de déterminer si on a un triade parfait ou s'il est plus ou moins déformé. Et en général, si on a un jacobien qui est beaucoup plus grand que 1, dans les 3-4, ou qui est négatif, en général, c'est qu'on a une maille qui est plutôt déformée. Alors ça, je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que ça donne. On va retourner sur la première pièce ici. Si je retourne dans mon maillage, alors je vais retourner. Donc là j'ai mon maillage comme avant, et ici je peux donc créer un tracé de maillage. Et donc là je peux donc choisir entre l'aspect ratio et le jacobien. Donc pour vous donner une idée, voilà ce que ça donne à peu près. Donc ici, on a un ratio de 1, mais on peut voir que ça peut monter jusqu'à 10 ici. Et ça nous permet de repérer les éléments les plus déformés. Alors vous voyez, ici j'avais fait un maillage standard, donc j'avais fait un maillage pas du tout basé sur la courbure, et du coup effectivement on voit que SolidWorks, lors des arêtes, là où des endroits où il y a plus d'arêtes, où il y a un peu de courbure, effectivement le ratio est pas terrible, et on a des mailles qui sont très déformées, et des mailles déformées, en fait, ça peut surtout générer des erreurs de calcul. Donc il faut éviter le plus possible d'en avoir. On peut également, si je fais recréer un tracé de maillage, cette fois voir le jacobien. Le jacobien, lui, va repérer d'autres mailles, et par exemple, voilà, on a des mailles à 3-4 ici qui sont un peu déformées dû à leur forme. Et donc, avec ces outils-là, en utilisant les différents outils-là, on peut repérer si notre maillage est plutôt cohérent ou s'il y a des erreurs dedans. Et en général, on peut retravailler dessus, soit en affinant le maillage, soit en modifiant la taille de nos mailles et les différentes propriétés qu'on a vues auparavant. Et on pourra également instaurer des contrôles de maillage, mais ça j'en parlerai plus tard dans la présentation. Ok. Et donc, une grande nouveauté en SolidWorks 2016, en fait, maintenant, on peut voir à l'intérieur de notre maillage. Je m'explique. On peut, en fait, dans les maillages volumiques, on a bien sûr des éléments à l'intérieur, mais il était très difficile de les contrôler parce qu'on les voyait pas, et on ne pouvait pas savoir si ces éléments-là étaient beaucoup déformés ou non avec la méthode que je vous ai montrée auparavant. Et maintenant, grâce à SolidWorks a implanté une nouveauté dans SolidWorks 2016, on peut voir on peut voir des sections de maillage en fait, et voir un peu les différents éléments, mais à l'intérieur. Donc je vais vous montrer comment on fait. Voilà, on fait modifier section ici. Donc voilà, ici on a plusieurs types de sections. Donc soit je le coupe par un plan,
Donc soit je coupe par un plan comme ça ma pièce. Là, on peut voir vraiment les éléments à l'intérieur et s'ils sont de mauvaise qualité ou non. On peut régler donc l'espace. Donc voilà, là je peux bien voir que là on a des mailles qui posent un peu problème. Et on peut donc choisir donc la direction de coupe, bien sûr. Si on est en un plan, on peut choisir, on peut changer de plan. Si on passe au plan de haut, de dessus, et ainsi voir. On peut vraiment couper notre pièce dans tous les sens avec cet élément. On peut également la couper par un cylindre en fait. Donc voilà, là j'ai un cylindre qui coupe ma pièce et qui permet de voir à l'intérieur de notre pièce. Donc ça, par exemple, là, ça peut permettre de voir à l'intérieur. Donc pour la déplacer, c'est pareil. Donc là, je me déplace selon le plan de dessus. Et on peut voir ici que je coupe ma pièce avec une forme arrondie. Et en fait, pour le déplacer, je suis simplement à changer le plan et ainsi on peut voir les différents réglages de notre cylindre. On peut augmenter bien sûr le diamètre, l'inclinaison et ainsi de suite pour pouvoir couper une pièce. Et on a également la forme sphère qui permet de voir, qui découpe une sphère cette fois dans notre pièce pour voir un peu plus, étudier un peu plus les mailles et vérifier que notre maillage est bien cohérent. Donc après ça, on va pouvoir voir le contrôle de maillage. Alors le contrôle de maillage, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement le choix de mailler plus finement à certains endroits. Il se peut que par exemple, notamment donc déjà sur les courbes, sur les arêtes, le maillage, il est intéressant souvent de le faire plus fin à cet endroit-là pour que la transition soit plus fluide au niveau de ces arêtes. Et donc avec un maillage basé sur la courbure, Solidworks le fait déjà un peu, mais on peut l'imposer sur des surfaces, sur des arêtes, parce que à cet endroit-là, c'est l'endroit crucial de notre simulation et on aimerait avoir plus de précision. Donc ce maillage, on peut l'avoir plus précis et on peut donc l'étudier finement. Donc avec ça, je vais vous montrer un peu rapidement comment on fait un contrôle maillage. Donc ça, je vais le cacher. Non, ça va être l'autre qui va être affiché. J'aimerais afficher le maillage. Je vais recréer le maillage. On va faire un maillage. Faire un maillage déjà cette fois sur la courbure. Ok. Donc là, j'ai un maillage sur la courbure. Mais j'aimerais quand même avoir plus de précision, par exemple à l'intérieur ici de mon élément, de ma pièce, parce que c'est ici, il va y avoir un axe à l'intérieur et il va y avoir des efforts là-dedans. Donc j'aimerais avoir beaucoup plus de précision au niveau de ce maillage-là. Donc ici, on dit définir un contrôle de maillage. Alors il nous propose quelles entités on va sélectionner. Donc là, cette fois, je vais sélectionner celle-ci, donc il prend bien cette surface. Et là, je vais lui dire de faire un maillage beaucoup plus fin sur cette entité. Et je peux lui dire sur d'autres éléments également, mais je prends celui-là pour commencer. Et du coup, là, il me dit, OK, je vais refaire en refaisant le maillage. Cette fois, on repart, on relance notre maillage. Et cette fois, on voyait ici qu'on a des mailles beaucoup plus fines qu'auparavant, alors que dans l'autre cylindre, on avait des mailles assez grossières. Ici, on a des mailles beaucoup plus fines, et du coup, on gagnera en précision à cet endroit-là. Donc ça peut être très intéressant pour les études, pour les endroits cruciaux, d'avoir un maillage plus fin. Ça permet d'avoir un meilleur calcul. Par contre, il faut savoir que plus notre maillage est fin, plus la simulation va prendre de temps. En fait, puisque tout simplement, plus il y a d'éléments à calculer, plus SolidWorks fait de calcul, et donc plus ça prend du temps selon notre simulation. Donc il faut savoir, c'est pour ça que il faut utiliser au maximum les contrôles de maillage plutôt que faire un maillage fin global. Parce qu'en fait, si on fait un maillage fin global, on augmente grandement notre durée de calcul et, certes, on aura un résultat plus précis, mais on l'aura après beaucoup plus de temps. Alors que là, on arrive à avoir de la précision sur les endroits qu'on souhaite, et sur les endroits qui ne nous intéressent pas, on peut avoir des mailles assez grossières. Ça, c'est pour ça que le contrôle de maillage est très très utile à ce niveau-là. Et donc avec ces différentes options, on peut voir que ici, là par exemple, on peut choisir de le positionner sur une arête, sur des différentes surfaces, et on peut sélectionner vraiment certaines entités. Donc également, il y a une nouveauté sur SolidWorks 2015 qui repose sur le diagnostic d'échec. En fait,
Lorsque le maillage est en échec, alors ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être soit il y a un maillage incompatible, soit il n'a pas réussi à mailler certains corps. Il y a plusieurs choses qui peuvent le faire échouer le maillage, et du coup maintenant on a l'outil de diagnostic d'échec. Et en fait, hop, alors il va simplement pointer sur les endroits qui posent problème, qu'il n'arrive pas à mailler, et tout simplement dire bah voilà, cet endroit-là je n'arrive pas à le mailler. Il faut changer les options pour pour que j'arrive à le mailler et qu'on puisse faire l'étude en simulation. Donc je prends là sur l'exemple qu'on peut voir ici, c'était cet arceau-là qui n'arrivait pas à mailler. Et en fait, ici, on peut faire tout simplement, on sait qu'à cet endroit-là, on doit changer les options pour réussir à mailler. Et en général, réaliser un contrôle de maillage pour affiner le maillage à cet endroit-là reste une bonne solution. Et puis essayer de jouer un peu avec les options, autoriser le maillage incompatible, ça peut être une bonne option, puisque il arrive parfois que ben, justement entre deux pièces, il n'arrive pas à réaliser un maillage avec des sommets coïncidents. Et il vous propose donc les différentes solutions pour, pour justement réussir à réparer, donc permettre la réparation du maillage et pouvoir ainsi réussir à mailler notre élément et notre pièce et avoir des résultats satisfaisants. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas et je répondrai à vos questions. Donc maintenant, je vous laisse la parole pour, euh, pour savoir si vous avez des questions. Merci de votre attention d'ailleurs. Merci de m'avoir suivi et je reste à votre disposition pour toutes les questions.